Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle capsule comics, notre format où on explore, on feuillette, on analyse, on décortique les sorties librairie du moment. C'est sorti il y a quelques semaines et je vais vous parler, voilà, des affreux reflets, de donc Iron Man 83-84, une bien belle intégrale, bien épaisse comme on les aime, qui, comment dire, est globalement dans l'ensemble scénarisée par Dennis O'Neil et dessinée par Luke McDonnell. C'est la période 83-84. Je pense que la grande majorité de ces épisodes ont été publiés par Lug et Semic. Je pense que c'était Lug. 83-84, c'est Lug. Donc c'est... pardon. Pour les vieux de la vieille comme moi, il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés. Je pense que l'annual doit être inédit. Voilà un peu les titres que l'on va retrouver à l'intérieur. Voilà. Je vais la feuilleter entièrement, cette intégrale. Pas de spoiler, parce que là, on est sur des récits qui datent de 82-83, donc bon, vous avez eu le temps de les lire, hein, quand même. Mais de bien belles choses. Moi, j'avais adoré la précédente intégrale, donc où Dennis O'Neil et Luke McDonnell arrivaient sur le titre. Donc on est dans la droite lignée. Grosso modo, vous avez dans ces aventures donc tout un ensemble d'adversaires assez classiques d'Iron Man. Vous avez une aventure spéciale avec les Éternels. Il me semble qu'elle est inédite. J'espère que je ne me trompe pas, sinon vous allez me tomber dessus. Et donc, grosso modo, les histoires se composent de la manière suivante. Vous avez d'un côté James Rhodes qui a récupéré l'armure d'Iron Man, qui doit apprendre à l'utiliser, et pour ça il est aidé par un petit génie de l'informatique qui s'appelle Erwin, et ils vont monter tous les deux une entreprise parce qu'ils quittent Stark International, qui n'est plus Stark International, puisque Tony Stark est devenu alcoolique à cause de Obadiah Stane, et Obadiah Stane a repris l'entreprise de Stark International pour devenir Stane International. Et donc, Obadiah Stane continue à pourrir la vie de Tony Stark, qui progressivement, peu à peu, dans cette intégrale, sombre dans l'alcoolisme, finit par devenir clochard. Il va vivre une histoire d'amour tragique aussi, il faut bien le dire, avec une certaine Gretel. Et donc, le principe de la série Iron Man à l'époque, c'est vraiment de suivre les deux personnages, James Rhodes et Tony Stark, en parallèle. C'est-à-dire que dans chaque épisode, on voit l'avancée de ces deux personnages et comment dire, les aventures qu'ils vont vivre. Alors évidemment, celle de James Rhodes, c'est celle avec l'armure, et Tony Stark, lui, il a un chemin de croix personnel un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus compliqué. Certes, c'est pas de la grande philosophie, on est bien d'accord. C'est du comics des années 80, mais je trouve que Dennis O'Neil met beaucoup de cœur à bien présenter les choses. Il y a un épisode assez touchant sur comment dire, un policier qui va donner un coup de main à Tony Stark parce que il voit bien que Tony Stark est en train de sombrer dans l'alcool et il a lui-même quelqu'un dans sa famille qui a malheureusement décédé à cause de ça. Et donc il va essayer d'aider à sa manière un peu originale Tony Stark. Bref, on est à la fois sur du comics de super-héros, assez, on va dire, assez classique, avec des super-vilains qui font ah, 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 hein. Et puis, on a de l'autre côté un pendant un peu plus social, avec, comment dire, une mise en garde quelque part de Denis O'Neill à destination des lecteurs, en mode, bah oui, l'alcool c'est mal, n'en buvez pas. Et je pense que le message passe plutôt bien dans cette intégrale. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la présentation. Luke McDonnell est un dessinateur ça fait maintenant 1 an qu'il est sur la série, il commence à bien prendre en main le dessin. C'est vraiment lui qui dessine toute l'intégrale. Et j'aime beaucoup son style, comme vous allez le voir, parce que je vais souvent répéter que c'est vachement bien. Je me connais. D'ailleurs, je l'ai déjà enregistré, donc je peux déjà vous dire que je l'ai répété. Et donc, voilà, j'aime beaucoup ce dessinateur. J'ai hâte qu'on ait la suite qui sorte. Donc, vous aurez compris que j'ai adoré et que bah, ouais, je ne peux que vous le recommander chaudement si les vieilles aventures d'Iron Man ne vous dérangent pas et si vous aimez ces vieilles aventures. Mais j'ai cru comprendre, à travers les réactions d'autres vidéos, sur les intégrales qu'il y avait parmi vous des amateurs d'intégrales Marvel Panini, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous en voulez, si vous voudriez que je feuillette d'autres intégrales, n'hésitez pas à me le dire aussi. Non pas que je les achète toutes, mais je commence à en avoir un petit paquet. En tout cas, celles qui sortiront à l'avenir, j'essaierai, dans la mesure du possible et de mes moyens aussi, hein, évidemment, de vous présenter un petit peu ce qui va sortir pour que vous puissiez voir graphiquement à quoi ça ressemble. Et puis si vous êtes nouveau lecteur, ça reste quand même assez accessible pour les débutants, à partir du moment où vous acceptez que Tony Stark n'est pas Iron Man et que c'est son meilleur ami James Rhodes qui porte l'armure. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis de toute façon, vous avez qu'une seule hâte, c'est de retrouver les dessins de Luke McDonnell. Donc on va tout de suite rester là pour passer en vue du dessus pour que je puisse vous feuilleter cette sublime intégrale que j'ai beaucoup aimée. A tout de suite.
Bon, allez, on se retrouve pour une vue zénitale, comme aime bien dire Doop, mon comparse de cette chaîne. Donc, cette intégrale 83-84 de Iron Man, on va la feuilleter ensemble, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'elle contient comme histoire. Bon, déjà, c'est une belle intégrale, hein, elle est bien épaisse. J'ai l'impression d'être sur un marché. Elle est bien épaisse, il y a pas mal de choses. Voilà les petites covers VO, de toute façon on les retrouve à l'intérieur. Donc ça contient les épisodes 171, 182 ainsi que l'annual numéro 6. Et donc on se trouve en plein au début des années 80. Je vais enlever juste un instant les différents, la jaquette pour vous montrer ça. Hop, voilà. Allez, ouais, je pense que je suis bien calé en termes de cadrage, c'est parti. J'ai pas de retour, hein, donc je fais ça toujours en aveugle. Bon, c'est la présentation habituelle enfin, la nouvelle. C'est la présentation la plus récente au niveau des intégrales. Du beau monde, hein, quand même. Hein, Dennis O'Neil, Bob Arras, Peter Gillis et Luke McDonnell au dessin, qui dessinent donc l'intégralité des épisodes qui se trouvent dans cette intégrale. Et c'est donc à juste titre que on le retrouve dans la préface. Il signe ces 4 pages de préface où pour chaque épisode, il revient sur une petite anecdote. Allez, on démarre avec donc l'épisode 171 de Invincible Iron Man. Et c'est un de mes copains, j'adore ce personnage-là. J'aime bien ce perso du boulet. Faut l'aimer ce nom hein, quand même. Donc le boulet, qui est pas content comme vous pouvez le voir, et il a bien des raisons de pas être, de pas être content. Il va aller chercher son ex-copine. On va voir que ça va créer de gros problèmes. Et puis on retrouve donc Iron Man avec Erwin. Alors rappelons que Iron Man n'est à ce moment-là pas Tony Stark, que c'est comment dire c'est Jim Rhodes, son acolyte, on peut le dire, oui, voilà, qui était pilote d'hélicoptère, il travaillait pour Stark, mais c'est bien plus qu'un salarié. Et donc, alors, Tony Stark est en pleine crise d'alcoolisme au début de cet album. Et Jim Rhodes s'est acoquiné avec Erwin, qui est un petit génie scientifique. En gros, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, on va le voir, c'est que Jim Rhodes, il maîtrise pas du tout l'armure. Et quand c'était Tony Stark qui la portait, non seulement il maîtrisait l'armure, mais il maîtrisait aussi sa réparation, son entretien, etc., etc. Et on aurait eu du mal à imaginer que Jim Rhodes puisse le faire tout seul, donc il a besoin d'un génie scientifique, c'est Erwin, dans le cas présent. C'est plutôt pas con parce que ça change quand même vachement l'approche de la série. Euh, L'autre élément qui est particulier, c'est que Tony Stark n'a pas disparu de la série Iron Man. On le retrouve. On va assister en fait tout au long de cet album à sa déchéance, c'est-à-dire à sa chute, c'est-à-dire que progressivement, il va comment dire perdre pied. Alors, il a déjà perdu son entreprise dans le tome précédent, puisque Stark International est devenu Stein International. Tout ça est un plan fomenté par Stein, hein, qui est Obadiah Stein, qui est son adversaire, l'antagoniste. Et là, donc, bon, on voit bien déjà que Tony Stark, il respire quand même pas la fraîcheur, évidemment, parce qu'il boit comme un trou. Et donc, vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va avoir alors le boulet qui vient chercher sa petite copine en fait. Voilà. Sauf que ça se passe pas bien. Et puis surtout, les autorités ont peur qu'ils deviennent complètement enragés et qu'ils détruisent une centrale électrique. Et donc on appelle Iron Man un petit peu au secours en mode vite, venez faire quelque chose. Ce qui est donc le prétexte à une baston entre Iron Man et le boulet, ce qui est plutôt sympathique comme baston. Moi, j'attire votre attention juste sur un truc, c'est moi j'adore ce dessin-là, par exemple. Je trouve que le rendu métallisé est tellement bien réussi. Ça va être le cas sur pas mal de cases. Hein. Vous allez m'entendre souvent m'extasier devant ce rendu, mais là, waouh, qu'est-ce que c'est beau! En plus, bon, évidemment, sur un papier glacé avec de belles couleurs, etc., c'est quand même bien chouette. Voilà, donc je rentre pas trop dans le détail du scénario, encore une fois, hein, vous voyez, c'est très bien, c'est très chouette. C'est une aventure parfaite pour démarrer, et puis on continue avec cette déchéance de Tony Stark qui s'est endormi dans une soirée, tout le monde se fout de lui. Bon, bah oui, voilà, comment dire, ça va être le cas, hein, les amateurs
les amateurs de Tony Stark vont souffrir. Et j'adore cette colorisation avec des points. La trame est volontairement grossière et c'est tellement bien réussi. Je trouve que c'est vraiment très très chouette. J'adore ça. Là, on est, je trouve, vous voyez, sur cette double page, on est. Alors, Luke McDonnell, hein, il explique qu'il était grand fan de Frank Miller sur Daredevil. Et maintenant que je le sais, maintenant que je l'ai lu, hein, c'était dans l'intro de la précédente intégrale, je me rends compte à quel point il y a effectivement une influence Miller dans le dessin de McDonnell, pardon. Il est pas, comment dire, il est pas au niveau de Frank Miller, mais on voit bien qu'il y a une volonté d'utiliser un peu les mêmes gimmicks. Ici, l'épisode 170, bon, comme on le voit, ça va être Captain America et Tony Stark et Firebrand. Il démarre par une scène assez pathétique de Tony Stark qui, en fait, est rentré dans un musée, a brisé une vitrine et a enfilé une armure, parce qu'il n'a plus son armure, mais il avait envie de porter une armure. Alors, il est rond comme une queue de pelle, hein, encore une fois. Mais je trouve que c'est une excellente idée de Dennis O'Neil pour nous montrer, en fait, encore une fois, qu'il touche le fond, quoi, totalement. Et c'est une excellente idée. Je trouve ça vraiment très 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 bien foutu. Bon, voilà, donc on est sur le coup classique de, euh, comment dire, sur cette nouvelle base, je dis le coup classique, non, mais sur cette nouvelle base de Erwin et puis Jim ensemble. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que on va apprendre que Captain America ici part à la recherche de Tony Stark. Sauf que ça va pas se passer aussi facilement parce que Tony Stark est comment dire, dans un bouge infâme. Captain America essaye comment dire, de l'aider, mais c'est comment il s'appelle, c'est Firebrand, c'est ça, j'ai oublié son nom. Firebrand, qui est un vilain de seconde zone, on va dire, qui vient foutre le feu en fait à l'hôtel où se trouvait Tony Stark. Et donc c'est l'occasion pour Captain America de venir sauver Tony. Et Jim Rhodes arrive sur ses entrefaits. Petite référence à Miller, hein, mais bon. Le château d'eau qui va servir à Jim Rhodes pour éteindre cet incendie. Et puis voilà, le combat classique contre Firebrand. Euh, voilà, et puis on arrive dans ce passage où Obadiah Stane officialise sa prise en main en fait de l'entreprise de Tony Stark. L'épisode 173 démarre cette fois-ci avec un Tony Stark qui est carrément à la rue, bouteille à la main, où il y a un gang qui vient lui casser les pieds. C'est encore une fois, hein, le but c'est de montrer toute la détresse de Tony Stark. Alors il y a cette façon-là de le montrer, et puis en fait, vous voyez, en réalité, Tony Stark n'a été sauvé de cette bande que par un type, par un homme de main, qui est en fait un homme de main d'Obadiah Stane, qui l'amène en voiture, qui lui sert à boire, voilà, histoire de l'enfoncer. Et pour l'enfoncer encore plus, il lui montre que Stark International est devenu Stane International. Donc il y a cette violence à la fois graphique du changement de nom sur les panneaux qui est assez terrible. Et évidemment, il n'a d'autres finalement recours, Tony Stark, que de boire aux grandes dames de ses amis et collègues, enfin de ses salariés qui évidemment sont bien tristes de le voir dans cet état-là. Bon, alors Obadiah Stane rappelle à Jim Rhodes que, alors Obadiah Stane ne sait pas hein, évidemment que c'est Jim Rhodes qui est sous l'armure. Il lui rappelle que Iron Man fait partie de Stane International maintenant et qu'il doit donc accepter les missions qu'on lui propose. Et donc là, c'est une mission de secours des Sœurs d'Ishtar dans un complexe souterrain. Donc c'est l'occasion d'une petite intrigue assez sympathique où, par contre, il va comment dire, retrouver Indriz, qui était une antagoniste de l'ancienne intégrale, de la précédente intégrale, qui est en fait un personnage qui utilise son charme évidemment pour séduire notre héros, mais ça marchera pas. Super case, hein. Enfin voilà, moi j'adore. Regardez comme les couleurs elles pètent. Enfin, à l'époque quand c'est paru en France, je sais plus si on est dans Nova ou dans Strange sur cet épisode-là, mais ça rendait pas aussi bien quoi. Mais regardez-moi ces couleurs. Puis bon, évidemment il y a cet effet où le plan est fixe et on le voit petit à petit chuter puis remonter. C'est quand même très très bien fichu, j'aime beaucoup. Encore une fois, elle lui fait du gringue, le but étant simplement de prendre Jim Rhodes dans ses filets, mais ça ne marchera pas parce que Jim Rhodes il va faire gaffe.
Voilà, il est au courant. Alors Jim Rhodes, il avait confié Tony Stark à une amie à lui, en mode, bah, tu vas veiller sur lui et tu fais en sorte qu'il ne touche pas une bouteille, sauf qu'il s'est enfui, et puis bah, il pique une bouteille. Et évidemment, il va continuer à sombrer. Cette cover, elle vous dit peut-être quelque chose. Bah, en fait, c'est la couverture de la précédente intégrale. Alors, c'est une petite, c'est un peu curieux que Panini ait utilisé cette cover-là pour illustrer la couverture de l'intégrale de l'année précédente. Bon, j'ai pas tout à fait bien compris, mais bon, voilà. Obadiah Stane veut mettre la main sur les armures, les différentes armures de Tony Stark. Évidemment, le Shield ni Jim Rhodes n'ont l'intention de se laisser faire. Sauf que ben, vous avez le cavalier qui est un des sbires de Obadiah Stane, qui revient, on l'avait vu dans l'intégrale précédente, qui revient combattre Iron Man. Et sauf que là, c'est Jim Rhodes qui est aux commandes. Alors, il est obligé de s'enfuir parce que ben, il ne maîtrise pas encore super bien l'armure. Vous avez du côté comment dire, de l'entreprise, ben, une succession aussi de personnes qui quittent l'entreprise et puis d'autres qui restent. Vous voyez, là, par exemple, vous avez ce personnage qui est un personnage de scientifique. C'est Yvette Avril, qui est un PNJ qu'on croisait régulièrement dans la série. Et ben, elle annonce son départ. Voilà, comme ça, c'est clair. Et puis, on en est où ici? Oui, ça c'est Erwin. Donc c'est le combat. Alors Yannick Fury qui vient filer un coup de main. Et en fait, Jim Rhodes, ce qu'il fait, c'est que pour empêcher Stain de mettre la main sur les différentes armures de Stark International, c'est en fait, il les expulse de Stark International de façon à ce qu'elles aillent s'abîmer en mer. Et donc, ben, Stain ne pourra pas mettre la main sur ses armures, mais le Shield non plus. Alors, Jim Rhodes, ça lui convient bien, sauf que le Shield annonce qu'ils vont plonger en fait pour récupérer les armures. Et là, bah, Jim Rhodes, il n'est pas du tout content, parce qu'il n'a pas envie que le Shield mette la main sur cette armure. Donc, c'est la suite, hein, direct, le 175 et le prolongement direct. Euh, comment dire, Nick Fury va prendre son petit vaisseau submersible pour pouvoir aller récupérer les armures. Alors évidemment, Jim Rhodes est sur le coup aussi. Et là, c'est rigolo, c'est en fait les Atlantes qui vont essayer eux aussi. Le Seigneur Atlante, j'ai oublié son nom. Bon voilà, j'ai oublié son nom. Le Seigneur Atlante, là, ici, c'est un salopard, c'est un ennemi de Namor. Il va tenter de mettre la main sur les armures, donc ça va être un épisode un peu particulier qui se déroule quasi intégralement sous l'eau. C'est l'occasion pour Luke McDonnell bah, de travailler un petit peu des effets maritimes et des effets de l'eau. Alors évidemment, les Atlantes mettent la main sur les armures et on va voir qu'ils vont même les enfiler à un moment donné. Sauf que bah, c'est un petit peu compliqué pour eux de les manipuler et ça va pas jouer en leur faveur tant que ça. Et ça va permettre à Jim Rhodes comment dire, de reprendre la main, entre guillemets, sur ça. Voilà un petit peu pour cette histoire. L'épisode suivant est un peu curieux. On a une entité ici comme ça qui surveille un portail. Qui est voilà, c'est une aventure un peu particulière qui est pas mal du tout en fait. Moi j'ai bien aimé cette aventure du gardien. En fait, c'est un personnage qui garde le vortex. Alors j'avoue que c'est un peu confus, c'est un peu bizarre comme histoire. Et en parallèle, vous avez Tony Stark qui commence à s'habituer à vivre dans la rue. Il se fait un ami qui lui propose de la boisson. Bon, encore une fois, c'est la déchéance. Ici, dessin, vous voyez, un dessin qui me rappelle beaucoup ce que faisait un peu Frank Miller, mais aussi David Mazzucchelli sur Daredevil. Toujours ces effets hein, de cadrage qui restent immobiles et de personnages qui traversent. Alors, ils traversent même carrément la bulle, c'est plutôt bien foutu. Euh, bon, cette bestiole là, je l'aime beaucoup. J'avais bien aimé ce passage-là. Et donc, vous voyez, encore là, je trouve une influence très Miller, David Mazzucchelli dans le dessin. Et donc, bah, c'est une histoire un peu atypique. Moi, j'ai bien aimé, en fait, surtout le, le, le- l'histoire avec ce clochard que rencontre Tony Stark et donc la solitude aussi qu'il vit dans la rue. Nouvelle histoire, c'est reparti. On est dans le 177.
Bon, alors il se fait carrément écraser par un bulldozer hein, pour tester l'armure. Bon, bah, il y a besoin de pognon en fait, parce que maintenant il a plus de boulot, Jim Rhodes, ainsi que Erwin, et puis la sœur d'Irwin. Donc, bah, ils ont pour objectif de monter leur propre entreprise, ce qui est pas con comme idée. Et puis ce qui permet de maintenir la série dans cette idée d'entrepreneur, enfin de personnage entrepreneur. Et donc, bah, Jim Rhodes a l'idée d'aller trouver les héros alloués, que sont Luke Cage et Danny Rand. Et Luke Cage et Danny Rand leur proposent en fait tout simplement une mission. Donc, enfin, proposent pardon à Iron Man une mission. Et donc, c'est l'occasion pour Jim Rhodes de se déguiser de façon à accomplir cette mission qui va l'envoyer à l'autre bout du monde. Alors, à bord d'un avion, il y a ce personnage, ce super vilain que j'avais complètement oublié, qui est le tigre volant. Voilà. Bon, bah, c'est un truc très très classique. Il s'agit en fait pour Jim Rhodes d'être le garde du corps discret de ce type. Et le tigre volant, évidemment, veut l'enlever, donc ça va être l'occasion d'une baston. Jim Rhodes va se retrouver à devoir sauter en parachute, puis ensuite aller mettre la main sur ce monsieur qui se trouve en fait retenu en pleine jungle. Et donc c'est une confrontation entre le tigre volant et Iron Man, et c'est plutôt chouette. Voilà. On remarquera la diversité des situations. Et là, on a sur cet épisode qui est assez mineur, hein, qui ne fait pas vraiment beaucoup avancer l'histoire, on a une dernière page qui par contre, elle fait vraiment beaucoup avancer les choses, puisque Tony Stark est vu par un médecin, et ce médecin lui annonce bah, que en fait, il est alcoolique, sans blague. Et que en fait, son cœur, son foie, ses reins, son cerveau, ses nerfs lâcheront un jour ou l'autre, et donc sa seule solution pour lui, c'est d'arrêter de boire. Sauf que bah, quand il lui demande est-ce que vous pourriez faire ça, Tony Stark lui répond je ne sais pas, et le médecin lui réplique alors allez-vous-en, et Tony Stark se retrouve seul à nouveau dans la rue. C'est vraiment la chute de chute, hein, là pour Tony Stark. Et ce qui est terrible, ce qui est à la fois pathétique et terrible pour nous lecteurs, c'est qu'on a de l'affect quand même pour ce personnage de Tony Stark, et on voit bien que là il s'en sort pas, quoi, qu'il est en train de sombrer. L'annual de cette année-là, c'est l'annual numéro 6. Alors c'est un annual un peu particulier, puisque en fait ça va être un épisode où Iron Man va rencontrer les Éternels. Alors, le principe est relativement prétextuel au début. C'est que il se retrouve, comment dire, il se retrouve happé par une force de traction. Et le voilà arrivé dans cette citadelle extraterrestre. Alors, citadelle extraterrestre où les éternels, en fait, sont retenus prisonniers par ce personnage qui, évidemment, ne leur veut pas du bien. Et les éternels mis comment dire, en hibernation, on va dire. Et, bon, influence très Kirby hein, sur cette machine. Et donc, ils maintiennent donc les éternels comme ça en sommeil. Et donc ce personnage-là essaye de récupérer en fait le pouvoir des éternels. Mais heureusement, Tena, par exemple, c'est une des éternelles, va réussir en fait, à expliquer à Jim Rhodes ce qui se passe. Et puis à essayer de lui confier en fait la tâche de sauver les éternels. Alors bon, sacrée tâche quand même hein, pour Jim Rhodes. Voilà, là on est dans le haut du panier. Et donc c'est parti, le voilà en train d'essayer de trouver une solution. Alors les dessins, curieusement, sont moins bons. Je trouve c'est toujours McDonald qui dessine, mais il n'est pas ancré par le même encreur que d'habitude. C'est Roy Richardson, et je trouve que c'est moins bien parce que le dessin, vous voyez les visages, je les trouve moins réussis. Alors il y a des scènes un peu étonnantes comme ça ici. Bon, évidemment, il va réussir à sauver. Hein. Enfin, n'en doutez pas un instant. Hein, il va y arriver. Voilà, super scène avec les Éternels et Iron Man ensemble. Évidemment, ça claque bien. Même si, encore une fois, le dessin n'est pas forcément folichon. Voilà. Mais Jim Rhodes va s'en sortir en mode ah ouais, j'ai quand même combattu avec les Éternels. Mais puis, d'ailleurs, à juste titre, parce qu'il les a sauvés, en fait. L'épisode suivant, enfin le numéro suivant, le 178, est très particulier. Alors je fais juste une petite incise. Cette cover, elle vous dit peut-être quelque chose. En fait, Jean Frisano, pas Jim Frisano, Jean Frisano s'est inspiré de cette cover-là pour dessiner une couverture de Strange où on voit comment dire, Tony Stark comme ça devant un mur, à peu près habillé de la même façon, et on suggère effectivement qu'il est devenu clochard. Eh ben, c'est ici que Jean Frisano a pris son inspiration. Le 178,
comme c'est indiqué sur la couverture en VO, c'est un mois un peu particulier, c'est le mois de l'assistant de rédaction. C'était un mois un peu spécial où toutes les séries Marvel, en fait, étaient confiées à l'assistant. Bon, ça c'était un prétexte, en fait, pour faire des histoires un peu à part. Alors là, l'épisode est coupé en deux. Vous allez avoir un premier épisode consacré à une bande de gamins qui se prennent pour des Avengers. Donc c'est comme si vous et moi, quand on était jeunes, on s'était amusé à se déguiser en Vengeurs. Et puis, ben, vous voyez, là, vous avez le Iron Man avec une casserole sur la tête. Vous avez le Captain America qui a un bouclier en forme de couvercle de poubelle. Le personnage de Hulk, il est juste, elle a juste, enfin, ouais, c'est Hulk, mais elle ressemble à une fille. Elle a juste un t-shirt Hulk avec un pantalon vert. Lui, c'est Vision. Bon, voilà. Alors, c'est les Avengers de quartier, quoi. Donc, c'est rigolo. Alors, c'est rigolo parce qu'ils essayent, en fait, ils vont lutter contre ce garnement ici, qui arrête pas d'emmerder tout le monde, qui est une vraie plaie. Et donc, ils s'inspirent des aventures des Avengers pour essayer de faire régner la justice dans leur quartier, avec des références. Bon, là, la référence, elle est toute trouvée, hein. C'est exactement la même position et le même cadrage que quand Jim Rhodes récupère l'armure de Iron Man. Et il y en a d'autres, hein. Ça va nous rappeler différents passages. C'est vraiment plutôt bien foutu. Là, ce passage, ça rappelle par exemple Tony Stark avec son problème de boisson. Là, on a les Avengers qui courent en direction de la caméra, donc ça rappelle évidemment des scènes que l'on a déjà vues ailleurs. C'est plutôt sympathique. Alors, ça n'a absolument aucun intérêt, mais ça reste très très sympathique. Et puis, la deuxième partie de ce numéro, c'est l'épisode prise de conscience. Vous voyez, c'est pas l'invincible Iron Man, c'est le drame de Tony Stark, donc qui vient d'apprendre qu'il était malade et qu'il allait mourir s'il ne soignait pas son alcoolisme. Et là, il tombe sur un flic qui lui dit, bah écoute, euh, qui va essayer de lui faire de l'aider à sa façon. Il va lui dire, bah voilà, je te parie 50 billets que tu boiras avant ce soir, minuit, et on se retrouve à minuit, et si t'es sous, bah t'auras pas ton fric, et si t'es sobre, je te donne 50 billets. Et là, bah, Tony Stark va découvrir ce que c'est, ça va lui ouvrir les yeux sur sa maladie, sur son alcoolisme, parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est difficile quelque part de ne pas boire, d'autant plus que il est vraiment pas aidé, il va voir son ancien chef de la sécurité pour lui demander du fric, celui-ci le rejette, et puis il le rejette aussi en lui expliquant que lui par contre il n'a pas démissionné parce que il a besoin de pognon et que voilà. Il va faire appel à Miss Arbogast. Bon, et là, on rencontre un personnage qui va avoir son importance par la suite. C'est son pote, hein, son pote clochard, vous voyez, qui lui présente Gretel, qui est un personnage féminin avec qui Tony Stark va avoir une relation dans les pages qui suivent de cette intégrale. Et au final, eh ben, Tony Stark a failli oublier son rendez-vous, il y va, et il reçoit ses 50 dollars, comment dire, Tony Stark le remercie pour lui avoir montré à quel point c'était dur et que c'est l'alcool qui était son problème. Et le policier lui avoue que en fait son père était alcoolique et donc il fait tout pour éviter que ça n'arrive à d'autres personnes. Bon, c'est simple, mais c'est plutôt bien foutu, je trouve. Super cover, j'aime beaucoup cette couverture-là. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi exactement? En fait, c'est Iron Man avec un imperméable, un trench coat et une main ici qui semble irradier parce que c'est l'homme radioactif. Ici, dans cet épisode, en fait, Iron Man va être envoyé. Alors là, il passe par la Grèce. Et il va être envoyé. Bon, la Gretel et Tony Stark filent de parfait amour. On apprend qu'elle est enceinte et qu'elle continue à boire. Bon, c'est pas terrible. Il est envoyé, je cherche le. Il est envoyé à Hong Kong, Jim Rhodes, pour en fait aider un producteur de cinéma. Parce que en déchargeant une caisse où il y avait des bobines, les bobines se sont retrouvées sans rien, c'est-à-dire sans image dessus, il n'arrive pas à comprendre. Alors Iron Man, pour être un peu discret, il va porter un trench coat pendant tout l'épisode, d'où l'idée de cette couverture. Et je pense que la couverture vient de cette case-là, en fait. Elle est super, hein, cette case, j'aime beaucoup l'idée d'un Iron Man qui porte un trench coat, ça donne des scènes assez marrantes. Par exemple, il est agressé, et évidemment, ça fait schling, plong, plonk. Voilà, parce que, évidemment, donner un coup de couteau à un mec qui porte une armure, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Et là, en fait, on va comprendre que un de ses antagonistes, c'est l'homme radioactif. On l'aperçoit ici. Jim Rhodes souffre de grosses migraines, on ne sait pas pourquoi. Et de son côté, Obadiah Stane continue à profiter et à savourer sa victoire. Et Tony Stark dépense
ses dernières pièces pour acheter de l'alcool et boire avec Gretel. Et donc on va avoir donc la baston entre l'homme radioactif et Iron Man, sans qu'on sache réellement pour l'instant ce que vient foutre l'homme radioactif, parce que il est là en fait pour récupérer, vous voyez, il y a du matériel, hein. On comprend qu'il est là pour lui récupérer autre chose, et que donc ça n'a rien à voir avec le producteur de cinéma et ses bobines dans une caisse. Mais on n'en saura pas beaucoup plus parce que Jim Rhodes va chasser l'homme radioactif. Le matériel qu'il était censé récupérer va couler au fond de l'eau et il annonce à quelqu'un, on ne sait pas qui à ce moment-là, que sa mission a foiré et le commanditaire n'a pas l'air d'être très très ravi de la chose. Et puis, toujours Tony Stark avec Gretel, où elle lui dit, dis Tony, tu m'aimes, bien sûr Gretel, je t'aime, etc., etc. Bon, évidemment, il y a un côté un peu tragique dans leur relation, et on sent que ça va pas forcément super bien se passer, à juste titre. Et puis, dans l'épisode suivant, ça y est, on comprend qui était le fameux commanditaire de l'homme radioactif. Hein. C'est tout simplement le mandarin, bon, le mandarin du début des années 80, qui n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'il deviendra par la suite, graphiquement, je veux dire. Le mandarin qui a pour acolyte l'homme radioactif, avec qui il n'est pas forcément super, super sympa. Alors, bon, c'est la période de Noël. Gretel, elle a besoin d'un foyer, elle a besoin d'un endroit aussi où accoucher, et Tony Stark cherche un moyen d'avoir un logement pour qu'elle puisse ne serait-ce que se reposer et accoucher. Et évidemment, il ne trouve pas parce qu'il n'a plus de pognon et qu'il n'a plus aucun crédit auprès de ses anciennes connaissances. Là, le mandarin crée un énorme Iron Man fluo dans le ciel pour attirer Jim Rhodes, ce qu'il va faire. Et donc, Jim Rhodes va évidemment tomber dans le panneau. Bon, c'est même pas un panneau, parce que c'est tellement évident que c'est un piège, mais bon. Voilà, les amateurs de Rob Liefeld apprécieront ici les dents serrées. Et donc, ça va être cet épisode est surtout l'occasion de découvrir en fait un peu les plans du mandarin et puis de créer une première baston entre le mandarin et Jim Rhodes. Le mandarin se rend bien compte que c'est pas le même Iron Man que d'habitude, ça c'est plutôt cool. Et puis c'est pour nous aussi l'occasion de retrouver les fameux anneaux du mandarin et de découvrir que pour le coup c'est un sacré adversaire, à tel point d'ailleurs qu'il contrôle psychologiquement, mentalement Jim Rhodes à partir du moment où il a enlevé son casque et il ordonne en fait à Jim Rhodes de se trancher la gorge avec son sabre. Tintin, fin au cliffhanger. Va-t-il réellement le faire? Réponse immédiatement après. Non, évidemment, il ne va pas le faire. Parce qu'une de ses migraines va justement apparaître à ce moment-là et va briser l'emprise que pouvait avoir le mandarin sur lui. Et donc, il va pouvoir se libérer. Voilà. Ça tombe bien quand même. Hein, et donc, il part au fond de l'eau pour essayer de s'échapper. De son côté, Tony Stark pardon, est à la recherche de Gretel, qui a trouvé refuge dans un bar où elle boit encore. Voilà. Bon, certes, c'est un peu redondant, mais ça permet d'appuyer ce sujet-là. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. La Chine envoie des escadrons pour intercepter Iron Man, donc c'est l'occasion d'une scène d'action avec. Alors, c'est la Chine ou le mandarin, si ça se trouve. C'est l'occasion d'une scène d'action avec des missiles de croisière. Et donc, encore une fois, grosse bagarre, on aime bien ça. Et puis, il y a Erwin qui, à un moment donné, rappelle Jim Rhodes en lui disant oh, il y a un problème à Central Park, il y a une structure qui est apparue, faudrait que tu viennes. Donc, du coup, il revient, il rentre dans la structure et je vous laisse deviner ce qui se passe. En fait, on est en pleine période des guerres secrètes. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Jim Rhodes, dans l'armure d'Iron Man, rentre en liste dans les guerres secrètes. Et en fait, on l'a peut-être raté à l'époque, on n'avait peut-être pas fait forcément attention. Mais voilà, c'est dans cet épisode que Jim Rhodes quitte donc la Terre pour rejoindre le Battle World et combattre avec les autres héros au cours des guerres secrètes. Dans l'épisode suivant, ça va être du coup, vous voyez, c'est plutôt éditorialement, c'est plutôt bien foutu en fait. C'est-à-dire que Jim Rhodes n'est pas là, donc on va focaliser sur Tony Stark et donc son problème d'alcool. Avec Tony qui dépense ses derniers, vraiment ses fonds de poche dans une dernière bouteille. Il va trouver Gretel transit froid sur le point d'accoucher. Et donc, j'ai toujours trouvé que ça ressemble, encore une fois, hein, je me redis, mais euh, Frank Miller, David Mazzucchelli, quoi. Et donc, en fait, elle va accoucher dans la rue, à même la rue, et elle va mourir au cours de l'accouchement, et son bébé naît, et donc c'est Tony Stark qui va protéger son bébé en le tenant au chaud, alors qu'ils sont dehors dans la neige, et le lendemain matin, en fait, la police va retrouver le bébé,
Et le bébé sera sauvé, malheureusement, Gretel aura disparu. Hop, retour de tout le beau monde des guerres secrètes, dont Jim Rhodes qui arrive à ce moment-là. Voilà un petit peu comment ça s'est passé dans Iron Man, les guerres secrètes. Et comme Tony Stark a été retrouvé dans la rue, amené à l'hôpital, Erwin informe Jim Rhodes, donc Jim Rhodes vient le trouver. Et c'est là en fait qu'ils ont un échange tous les deux et on se dit bah ça va être en fait le début du retour de Tony Stark, où Tony en fait en quelque sorte sevré lui explique que la vie c'est le bien le plus précieux, il a sauvé cet enfant, que toutes les vies méritent d'être sauvées, notamment la sienne, et donc ben il va essayer de sauver sa propre vie et de lutter contre l'alcoolisme. Et on termine cette intégrale avec Tony Stark, qui a une sale gueule quand même. Hein. Tony Stark à la croisée des chemins, voilà, en quelque sorte. J'aime beaucoup cette idée que sens unique, arrêt interdit. C'est-à-dire cette idée que ce personnage va devoir avancer, mais que la voie qu'il va choisir, il va falloir qu'il la suive et qu'il ne pourra plus jamais revenir en arrière. Dernière petite citation, travaille à ton salut avec diligence de Bouddha. Évidemment, ça tombe plutôt bien. Les bonus de fin d'album, c'est assez étonnant. Ça fait, j'ai pas souvenir avoir vu ça dans les intégrales. Ce sont en fait des pages écrites par Mac Gruenwald dans les Official Handbook of Marvel Universe. Vous savez, c'était des fiches qu'on retrouvait en France dans, pardon, dans Strange Special Origin. Eh bien, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'ils les ont reprises ici. Donc, ils ont repris les fiches qui correspondent aux personnages de la série. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas traduit le texte. Donc, on a juste l'illustration, mais le texte n'est pas traduit. C'est vraiment dommage. Surtout, le texte existe probablement dans les Strange. Donc, c'est... Ouais, Panini, là, c'est dommage que vous n'ayez pas fait traduire cette partie-là. Alors, peut-être que contractuellement, ils ne pouvaient pas le faire. Je sais pas, je l'ignore. C'est juste con parce que je pense que le texte doit exister dans les spéciales Strange. Bon, enfin, on va pas non plus pleurer sur ça parce qu'on a quand même droit ici aussi à ces superbes planches très Marvel hein, à l'époque où on avait des plans en coupe de l'armure, de la ceinture, de la mallette, du casque. Donc moi j'adorais ces planches-là quand j'étais môme. Voilà, ici on a Black Lash avec son fouet, donc le plan du fouet. Blizzard, donc voilà, le contrôleur, la dynamo pourpre, etc., etc. C'est plutôt pas mal, je trouve. J'aime bien cette idée. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient pas traduit, quoi. Encore une fois, comme je dis. Vous voyez, on a les anneaux du mandarin avec leur description et leurs différents pouvoirs. C'était intéressant. Le plan de Manhattan, bon, voilà. Melter, j'ai oublié le nom du. C'est peut-être le fondeur, je sais pas. Je sais plus comment il s'appelle en VF, ce perso. La licorne, l'homme de titane. Et puis, on a droit à des crayonnés de Luke McDonnell et Steve Mitchell tirés de différents. Ouais, enfin, on a 3 pages de crayonnés. Et puis, une petite blague de Michael Carlin. Je sais pas du tout ce que ça vient foutre ici. En plus, c'est pas drôle. Donc voilà. Voilà un petit peu donc le contenu de cette intégrale qui donc est vachement bien. Évidemment, il vaut mieux avoir lu ce qui a précédé. Hein. Si vous voulez prendre le train en marche, moi je vous conseille l'intégrale précédente. C'est en quelque sorte ici un tome 2, on pourrait dire, du duo O'Neill-McDonnell. C'est toujours aussi bon. Ça plaît pas forcément à tout le monde, hein, cette période. Je sais que j'ai un ami qui, lui, déteste cette période-là et ça lui a fait arrêter de lire Iron Man. Moi, je persiste à penser que c'est une très très bonne période. J'aime beaucoup le scénario de Dennis O'Neill. C'est une intégrale que j'ai dévorée en 2 jours parce que je trouve que j'étais pris dans l'histoire. Et surtout, mais quelle excellente idée d'avoir gardé Tony Stark dans la série, de ne pas l'avoir écarté et de nous montrer son chemin de croix, entre guillemets, pendant que pendant que Jim Rhodes, lui, lutte de son côté pour maîtriser l'armure et pour être quelque part le héros que tout le monde attend. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Lisez cette intégrale de Iron Man années 83-84 et si vous n'avez pas la précédente, achetez-la parce qu'elle est vraiment aussi bien. On a été gâtés hein, en quelques mois, on a eu ces deux intégrales. J'espère que la troisième de cette période ne tardera pas trop. D'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis surtout lisez des comics, partagez-les et donnez aux autres envie d'en lire. Sur ce, à plus, ciao!